Les 90 membres du Conseil supérieur de la transition sont officiellement mis en place cet après-midi au Palais d'Anoskil. Le Premier ministre, chef de gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Le CST est une institution parlementaire de la transition décidée par la Corps politique d'IFAT et la Conférence nationale. Les associations politiques et partis politiques dont le TGV, les autres sensibilités, le HPM, l'AREMA, l'UDR FAN-FAN ou encore le TIM sont en général représentés au sein de cette institution. Cette fois-ci, les chefs de parti sont représentés massivement comme Lantra Koutmav du TGV, Gilbert Arzatouf du RPM, Sarah Georgi Rapiarsou du parti Assen Madagascar. Pour le TIM, le parti est représenté par des anciens sénateurs. Par ailleurs, certains anciens membres du gouvernement, entre autres Nias Nadjemanzat, ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, et Alain Teindazanarville, ancien vice-premier ministre de la Santé, et l'ancien ministre du Commerce Jean-Claude Rakoutenrine, se retrouvent sur le devant de la scène politique avec cette nomination à la Chambre haute. Mais il y a également ceux qui perdent leur siège au profit des autres politiciens, comme Rabetaf Kerubertine, Henri René-Varson ou encore Jackie Tsiandoup Maafali. Mais ce qui a surpris l'assistance cet après-midi fut la nomination surprise de Norbert Lalratiraounan au sein du CST. Durant cette cérémonie, le message émanant du président de la Haute Autorité de la Transition fut transmis aux nouveaux membres du CST. Le plus aîné et le moins âgé des membres du Conseil supérieur de la Transition, à savoir Daniel Ramarmis et Désiré Ranefson, ont présidé la cérémonie de cet après-midi au Palais d'Anoskil. En l'espace d'une décennie, aucune mesure visant à éviter la déperdition des élèves durant leur scolarisation n'a été entreprise par les gouvernements qui s'étaient succédés. Selon les statistiques émises par le ministère de l'Éducation nationale, seulement 3% des élèves scolarisés au sein des EPP de Lille arrivent à achever jusqu'au bout leurs études, jusqu'au stade du baccalauréat actuellement. À cet effet, il est devenu un phénomène social qu'un élève ayant suivi les études au sein d'une institution publique quitte plutôt l'école, situation qui engendre bien des conséquences car cela a un effet néfaste sur le développement du pays. Selon une enquête effectuée par nos journalistes ce jour, à l'occasion de la rentrée officielle, plus de 400 lycées ont été érigés en l'espace de 40 années à Madagascar. Plus d'une quarantaine parmi ces 400 édifices ont été construits durant la période transitoire. La réalité a été pourtant que le réel problème de l'éducation dans la grande île est le manque d'infrastructures. À cet effet, la plupart des lycées sont concentrés dans les villes et peu de lycées se trouvent dans les zones rurales. Une des causes directes de la déperdition des élèves issus des milieux ruraux, car l'éloignement les empêche de suivre au jour leurs études. Toujours sur les statistiques émises par le ministère de l'Éducation nationale, 99 000 sur les 4 millions d'enfants de l'enseignement primaire arrivent jusqu'à la classe de terminale. Selon les responsables, la principale solution serait de construire des écoles dans les communes rurales. Effectivement, on commence aujourd'hui l'année scolaire 2010-2011. La plus importante qu'on a fait depuis, c'est donc pour cette année scolaire, c'est l'augmentation du nombre des lycées dans toutes les communes. Parce que là, maintenant, ce sont les communes qui prennent en charge les frais occasionnés par le recrutement des professeurs. Donc, c'est les communes qui payent les salaires des enseignants, mais là, ce sont les parents qui doivent payer leurs impôts, et c'est à partir de ces impôts que les maires puissent payer les salaires des enseignants. C'est une aubaine, d'ailleurs, et pour les jeunes qui ont terminé leur diplôme, parce que ça leur permet d'entrer de plein pied dans la vie active. Une aubaine aussi pour les parents, parce que ça les allégerait en termes des frais occasionnés pour les déplacements de leurs progénitures qui doivent aller dans tous les lycées qui sont normalement en ville. Là, ils peuvent, dans leur commune, faire les études de leur progéniture, c'est-à-dire de la 6e jusqu'en terminale. Là aussi, j'attire l'attention de tout le monde, comme quoi, pour essayer de comprimer cette déperdition scolaire qui est là et qui est effrayant, parce que vous savez, s'il y a 4 millions de jeunes dans les écoles primaires, dans les écoles donc en secondaire, en premier cycle, ils ne sont plus que de l'ordre de 400 000, et dans les écoles secondaires du second cycle,
cette année, il n'y avait plus que 99 000 élèves qui ont passé le baccalauréat. Donc, vous voyez, ce gap. Donc, nous, au ministère, on essaie d'absorber ce gap, c'est de faire baisser autant que possible le nombre de perditions pour un réel développement. La rentrée officielle a eu lieu ce jour. Un des changements qui a été noté pour cette nouvelle année scolaire était la reprise de la notion de trimestre et la mise en place d'une filière scientifique et littéraire bien distincte. Les heures complémentaires constituent le salaire proprement dit des professeurs vacataires, explique un professeur membre du CSS, section Antananarivo. Le retard de paiement de ces heures complémentaires devient un problème pour ces derniers et entraîne diverses manifestations, a-t-il ajouté. Selon Jean-Éric Chakoutoarsou, vice-président de l'université d'Antananarivo, l'état de paiement de toute heure complémentaire a déjà été signé ce matin. Lancé également que le déblocage du budget de fonctionnement de l'université attendra les pièces justificatives que l'État a demandé auprès des responsables de l'université. En ce moment, l'élaboration de ces pièces est déjà en cours, a ajouté le vice-président Jean-Éric Chakoutoarsou dans ses explications. Par ailleurs, lancé d'après les explications recueillies sur place, que la faculté des sciences et l'école supérieure polytechnique de Woutouvurne ont dû reporter les examens de fin d'année et doivent encore faire des rattrapages suite aux grèves des enseignants-chercheurs. Par contre, du côté de la faculté de droit, d'économie, de gestion et de sociologie, l'on a remarqué que les étudiants ont commencé ce jour la deuxième session. L'université d'Antananarivo est actuellement le lieu de retrouvailles des nouveaux bacheliers de cette année, quelques semaines après la sortie des résultats. Chaque faculté regorge d'étudiants qui prennent note sur les divers concours d'entrée en première année, selon la filière choisie. Et justement, dans le cadre des préparatifs à ces concours d'entrée en première année, les responsables auprès de la faculté des lettres et des sciences humaines, ou FLSH, ont initié une exposition de la faculté, dont l'objectif étant de présenter et de faire connaître la faculté et ses départements aux nouveaux étudiants. 10 départements sont à cet effet présentés pendant les 3 jours d'exposition. Des responsables donnent par rapport à cela tous les renseignements susceptibles d'intéresser les nouveaux entrants. Selon la Coudevoix Roland, responsable de la communication auprès de la FLSH, les jeunes sont surtout intéressés par la filière communication et la langue anglaise du département d'études interdisciplinaires et formation professionnalisante au sein de cette faculté, du fait que cette filière fait toujours partie des atouts majeurs demandés à chaque recrutement. L'exposition qui se tiendra durant 3 jours à la FLSH aura pour cible d'expliquer aux étudiants le déroulement du cursus et les débouchés à l'issue de la formation. Rappelant qu'actuellement, la FLSH comporte 4000 étudiants et une centaine de professeurs titulaires. Outre les diverses pièces à fournir lors de l'inscription au concours, un droit d'examen à hauteur de 30 000 arrières est également demandé aux étudiants. Seulement 28% des ménages malgaches ont accès à l'électricité dans toute la grande île. Selon les données avancées par le ministre de l'Énergie, ce taux était de 4% il y a 35 ans passés. Depuis l'année 2009, les responsables au sein de l'entreprise Jirama font tout leur possible pour redresser et donner un nouveau souffle à cette entreprise de l'État qui a été victime d'une crise interne depuis l'année 1995 jusqu'en 2008. Les objectifs fixés par le ministère de l'Énergie consistent à donner à toutes les couches de la population un moyen d'accéder à l'électricité. Pour ce faire, le ministère focalise surtout ses efforts dans la production d'électricité en utilisant de l'énergie renouvelable. Si l'on cite le cas de Tuléar par exemple, lancé qu'un projet allant dans ce sens est déjà en cours, le ministre de l'Énergie, Rodolphe Ramanantsoa, a avancé que les techniciens finalisent déjà les études concernant le projet en question et les travaux devraient pouvoir débuter dès l'année prochaine. Selon toujours les explications du ministre de l'Énergie, une fois les travaux achevés, la centrale peut produire de l'électricité allant jusqu'à 20 MW. Le coût de ce projet s'élève à 20 millions de dollars selon toujours les explications. La Jirama célèbre cette année ses 35 ans d'existence. Certains employés issus des différentes directions régionales seront médaillés et décorés. Après Fianarantsoa et Tamatave, c'était au tour des employés dans la direction régionale de Tuléar d'être décorés et de recevoir des médailles de travail. Ils étaient en tout 166 à bénéficier de cette reconnaissance de la part de la Jirama. Ainsi, 17 d'entre eux ont été décorés chevaliers de l'ordre national et
et 29 chevaliers de l'ordre de mérite. 56 de ces employés ont par contre obtenu la médaille d'argent, 12 ont reçu la médaille bronze-argent, tandis que 52 ont été médaillés bronze. La remise de médailles et de décorations constitue un avantage pour les fonctionnaires qui en bénéficient surtout au moment où ils vont partir en retraite. La cérémonie de remise de médailles et de décoration pour ces employés de la Jirama à Tuléar s'est déroulée vendredi en présence du grand chancelier de la République, Walter Etienne, de quelques membres du gouvernement de la transition et du vice-président de la Haute Autorité de la Transition. Les supporters de la Barria étaient rentrés tête baissée hier après la défaite de l'équipe nationale malgache au match l'opposant aux Antilopes Walia de l'Éthiopie. Avec un score de 1-10, la Barria aura à remporter 4 victoires pour pouvoir continuer dans la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Dès le coup d'envoi du premier mi-temps, les spectateurs ont donné tort à la disposition effectuée par l'entraîneur de la Barria, Jean-Paul Rabier, hier au stade de Mahamassen. En effet, toujours selon les supporters venus en masse, les postes tenus par les joueurs de la Barria étaient des postes qui ne les avantageaient pas du tout. Entre autres, Bolide ainsi que Voave Paulin avaient du mal à jouer à cause de cette mauvaise disposition. À cet effet, les deux équipes s'étaient quittées avec un score nul, 0-0. Les Antilopes de l'Éthiopie ont marqué un but à la 60e minute de jeu. Un but qui a réveillé l'espoir du côté de la Barria, qui a essayé de tout son possible pour rattraper ce score. Ce score n'a plus changé et les deux équipes s'étaient quittées sur cela. 5 minutes avant la fin, le jeu s'est arrêté, ce qui a énervé les supporters qui étaient déjà anéantis par la défaite et qui devaient encore attendre, situation qui a entraîné des troubles et des chahuts. Les commentaires fusaient de partout et étaient les mêmes, comme quoi cette défaite était due à l'entraîneur de la Barria et une fois de plus les joueurs malgaches étaient battus sur leur sol.